Bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Je vais laisser les dernières personnes s'installer rapidement. En attendant, je vais demander à tout le monde d'éteindre son téléphone, s'il vous plaît, pour ne pas déranger le témoin pendant son récit. Bien sûr, bien sûr. Allez-y, installez-vous. Alors, je vous remercie d'être nombreux aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir deux grands hommes. Tout d'abord, Christian de Montbrison, qui témoigne aujourd'hui pour la première fois au Mémorial, si je ne me trompe pas. Donc, on est tout à fait enchantés et honorés de vous accueillir aujourd'hui pour vous écouter. Dès à présent, je précise qu'il a édité son autobiographie. Vous m'entendez ? Plus fort. Est-ce que c'est mieux ? Oui, un petit peu plus fort encore ? C'est bon ? Donc je disais que nous sommes ravis d'accueillir Christian de Montbrison pour la première fois au Mémorial de la Shoah pour son témoignage. Il a publié son autobiographie « Vie d'un homme d'hier, d'aujourd'hui et juste un peu plus chez l'Harmattan à la fin de l'année 2015. » Donc, troisième édition, accompagnée d'un DVD d'ailleurs. Vous pourrez évidemment l'acheter, le faire signer en librairie, puisque Christian de Montbrison se prêtera au jeu de la signature à l'issue de ce témoignage. Je vais laisser Patrick Cabanel présenter notre témoin. Néanmoins, je remercie Patrick Cabanel, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études de Paris. Nous l'avons convié aujourd'hui à animer, à modérer, à encourager le témoin dans son récit, puisque Patrick Cabanel a écrit l'Histoire des Justes en 2012 chez Armand Collin. Et également, chez Fayard en 2015, il a publié « De la paix aux résistances, les protestants en France entre 1939 et 1945 ». Vous verrez pourquoi son travail d'historien est particulièrement intéressant pour augmenter et peut-être préciser par des faits historiques le témoignage de Christian de Montbrison. Donc je ne vais pas parler davantage. Je laisse la parole au témoin. On prendra évidemment des questions à l'issue de son témoignage. Et à tout à l'heure. Merci. Merci. Je vous souhaite la bienvenue. Vous entendez ? Je souhaite la bienvenue à Christian de Montbrison, mais on est tombé d'accord, je lui dirai Christian, il me dira Patrick, ce sera plus simple. Je remercie le Mémorial de la Shoah pour nous accueillir. Moi, ça fait plusieurs fois que j'ai le plaisir de parler dans cet auditoire, notamment autour des Justes. Christian de Montbrison, c'est le héros d'une vie et le héros de cet après-midi. Je signale que je le connais de deux endroits. D'une part, du Chambon-sur-Lignon, par lequel il est passé, et il vous en parlera. Et puis également, Christian est membre comme moi-même du Mémorial Huguenot, parce que ça existe aussi à Paris, rue des Saints-Pères. Ce qui pour des protestants est amusant d'être rue des Saints-Pères, la Société de l'histoire du protestantisme français, qui a un comité auquel Christian et moi-même appartenons et dans lequel nous nous croisons assez régulièrement. Et ça me permet de vous dire que ce que l'on ne sait pas assez en France, c'est qu'il y a toujours eu, et pas seulement à l'époque de Coligny ou des Condés, il y a toujours eu une noblesse huguenote en France. Et elle existe encore. Et ce qui est très, très particulier dans l'histoire familiale, il en dira un mot tout à l'heure, mais je vais juste, moi, le réinstaller dans un contexte plus global. Christian de Montbrison est le fils d'un couple judéo-protestant. C'est-à-dire que du côté donc paternel, c'est une noblesse huguenote qui remonte au XVIe siècle. Il cite son oncle, qu'on verra tout à l'heure en photo. Son oncle, quand il était invité chez les de Montesquiou, catholique du Gers, se présentant en disant « Voici le rescapé de la Saint-Barthélemy ». C'est presque l'humour juif, vous voyez. Bon. Et puis du côté maternel, alors j'ai oublié de lui demander, j'avais préparé ma question, mais j'ai oublié, je ne sais pas comment on prononce le nom de sa famille maternelle. C'est Caïn d'Anvers ? Caïn d'Anvers, donc famille de banquiers, etc. Donc, on est là dans deux grandes familles, du côté protestant et du côté juif. Et je voulais vous dire que
c'est pas si rare que ça. Je voudrais vous citer quelques noms, juste pour le plaisir, quelques noms de familles judéo-protestantes à la française qui font partie des annales de la France. Alors, un niveau plus modeste socialement, mais quelle importance l'histoire de France, Jean Zay. Jean Zay, vous le savez, alors lui, c'est le père qui est juif. Il a été haï comme juif, mais à titre personnel, il était protestant comme sa mère. Et puis, vous connaissez tous l'ancien ministre Pierre Joxe. Pierre Joxe est de la famille. Alors là, on est au niveau des Montbrison et Quin d'Anvers. Côté juif, c'est Halévy. Et côté protestant, c'est Breguet. Breguet des montres, des avions, etc. Je ne sais pas si vous connaissez aussi la famille juive de banquiers d'Echtal. Il y a eu des mariages entre les Dechtal et les Mirabeau. Alors pas Mirabeau de la Révolution, Mirabeau la grande banque genevoise. Voilà. Et aujourd'hui encore, il y a des Mirabeau et Dechtal. Achille Fould aussi, qui a été le ministre de Napoléon III, était aussi dans ce type de figure. Et puis dans la littérature, vous verrez tout à l'heure combien, je peux le dire, j'étais frappé, combien les parents de Christian étaient, c'est la première fois que je vais dire ça dans une conférence scientifique, comme ils étaient physiquement beaux. Sa mère était une très belle femme, son père un très bel homme, leur fils est là. Et ça m'a fait penser, ça m'a fait vraiment penser, c'est l'époque d'ailleurs où il est né, ça m'a fait penser à ce grand roman, vous le connaissez tous, Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, c'est quand même une histoire d'amour entre un jeune juif surdoué, Solal, et puis une patricienne de la Genève calviniste, dont le prénom m'échappe. Ariane ? Merci, c'est pour voir si vous suiviez. Voilà. Et donc, dans la littérature comme dans l'histoire, cet étrange couple judéo-protestant n'est pas tout à fait... C'est exceptionnel et en même temps, ça correspond à une forme de partage et de rencontre des deux minorités qui ont contribué, on le voit bien, à faire une partie de l'histoire, et j'ose le dire, une partie du génie français, qui est en partie aussi un génie non seulement strictement protestant ou strictement juif, mais judéo-protestant. Et la vie, et puis j'en termine avec cette présentation pour laisser tout de suite la parole à Christian. La vie de Christian de Montbrison, qui est racontée dans ce livre, je vais dire un truc banal, plat, mais c'est vraiment vrai. Ça se lit vraiment comme un roman d'aventure. Je sais que c'est banal de dire ça d'un bouquin, mais c'est plus vrai que d'habitude. Ça se lit comme un extraordinaire roman d'aventure. C'est un aventurier, son père était un aventurier, c'est des cow-boys d'Amérique aussi. Ce sont des cow-boys, les deux Montbrison. Le père comme le fils. C'est un homme qui a traversé... c'est banal à dire, mais là aussi c'est très fort, qui a traversé le XXe siècle. Tous les gens qui sont nés dans les années 1900 ont traversé le XXe siècle, les années 1930. Mais il y a plusieurs façons de traverser un siècle, de le subir ou de le vivre et de l'agir. Et c'est le cas de Christian qui a vécu et qui a subi l'antisémitisme qui a frappé évidemment les siens, mais qui a aussi été un acteur, y compris, on y reviendra, un acteur du jeune État d'Israël. C'est une vie très longue, très diverse. Je signale des choses dont il ne vous dira, je pense, peu de choses aujourd'hui. C'est quand même joli à savoir. Je l'ai appris, Christian de Montbrison a été le grand spécialiste de la blonde d'Aquitaine. Une race de vaches françaises. Il a été un des fondateurs ou des animateurs des débuts de l'agriculture biologique, la fameuse association Nature et Progrès. Il a fait des affaires avec quelqu'un qui était célèbre quand j'étais jeune, Christian, parce qu'il était à la fois milliardaire et communiste. Le fameux milliardaire rouge Doumenc. Et il a fait des affaires d'agriculture avec Doumenc. Il a été un homme de l'Afrique, un industriel, un aventurier, un voyageur mondial. C'est une vie à l'américaine. Il aurait dû être, vous savez, de ces personnages américains. Typique aussi, je crois, de la France des Trente Glorieuses. J'ai été frappé de voir ce côté inventif, ce côté où les gens avaient beaucoup d'audace, aussi bien dans le jeune Israël que dans, si j'ose dire, la jeune France des Trente Glorieuses. Et puis, bien sûr, il ne vous racontera pas tout cela. Je pense qu'il vous dira très peu de choses sur cette blonde d'Aquitaine qui m'a fasciné. Moi, ce que j'ai retenu dans son livre, et peut-être qu'il vous en parlera puisque nous sommes au moment de la Shoah, il y a des pages absolument remarquables sur les années 1940, bien sûr, et sur l'antisémitisme.
sur le port de l'étoile jaune imposé à sa mère, lorsqu'à un moment elle a été interdite d'accès à un stade, puisque les stades étaient interdits aux Juifs. Il y a aussi des rencontres capitales, Chouraki, l'abbé Glasberg, il vous le dira. Et puis, ce qui m'a peut-être moi le plus fasciné et appris le plus de choses, c'est pas tellement les années 40, dit le Chambon, mais c'est la vie de Christian, jeune homme, vous verrez des photos, dans les kibboutz d'Israël. C'est tout à fait extraordinaire. La vie vécue d'un ouvrier agricole. Il a été berger de moutons dans le désert israélien. L'homme qui est devant vous et auquel je cède la parole pour une petite heure. Christian, c'est à vous. Voilà. Allô, voilà, ça marche. Merci Patrick pour cet exposé tellement enchanteur sur ce que je suis. J'espère que je vais vous enchanter. Je vais essayer au maximum. Je vais prendre mes lunettes parce que j'ai écrit beaucoup de choses pour pouvoir vous dire des choses intelligentes. Essayez de le dire. Tout d'abord, je tiens à exprimer devant vous tous mon admiration et ma reconnaissance que vous partagez, j'en suis certain, avec moi, à Éric de Rothschild et son vice-président François Heilbronn pour l'action croissante qu'il mène avec Jackie Frege auprès des jeunes générations, les écoles, les universités et la police, pour rappeler ce que fut la Shoah et ouvrir les cœurs et les esprits à la réflexion et à la responsabilité. Pour moi, le mémorial est un sanctuaire à l'égal d'une synagogue, d'une église, je dirais même d'une cathédrale. Il n'est, à mon avis, nulle place, nul lieu en France, que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur le long de ces murs, où l'on puisse se sentir comme nous en ce moment, en totale liberté, égalité, fraternité, les uns avec les autres, toute religion, toute race et culture confondues, tant la monstruosité possible du genre humain appelle ici à la réflexion, au courage et devoir d'assumer ses responsabilités. C'est ici un lieu sacré où les hommes de bonne volonté se réunissent en frères pour partager des moments sacrés, ceux de la mémoire qu'il faut garder, transmettre pour avancer. Si je n'avais pas eu ce que je considère comme une chance, un privilège, en ma vie, d'avoir eu une mère juive, je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue. Je n'aurais certainement pas écrit ce livre et je ne serais pas ici aujourd'hui l'invité du mémorial. Dans le respect que je dois à ma mère et à tous ceux de sa famille, ceux de ses amis d'enfance, d'adolescence, de sa vie de femme et de mère, qui si cruellement lui ont été arrachés pour être assassinés avec leurs enfants à Auschwitz, seulement parce que juifs, et dont j'ai lu les noms sur sa tombe en disant à sa demande le Kaddish, je vais vous lire les noms qui est de mon devoir de mémoire et respect, que je suis certain vous comprenez et que vous nous associerez en pensée, en prière avec moi, ces quelques minutes que nous leur devons. Tante Elisabeth Caïn d'Anvers, convoi 70, convoi 69, sa nièce Béatrice de Camondo, convoi 69, Ernest Leclerc Heilbronn, qu'elle a peut-être vu avant qu'il parte. Convoi 62, Léo Renac, le mari de Béatrice de Camondo et leurs deux enfants, Fanny et Bertrand, que j'ai connus petits, qui jouaient sur la plage d'Arcachon avec nous. Convoi 63, couple à Latigny, dont l'épouse Hélène appelait ma mère l'ange. Convoi 62, Michel et Louise Natanson. Convoi 54, Raymond et Raoul Lambert, sa femme et leurs 4 enfants. Convoi 57, Jeanne Montefiore. Convoi 79, qui est parti le 17 août 44, Armand et Suzanne Cohn.
Mon origine paternelle. Conquéré de Montbrison. Ce sont les premiers protestants en Lot-et-Garonne. La Rochelle, à La Rochelle, le seigneur Lacave a fait peur aux troupes du roi de France. C'était un de nos ancêtres et il leur a fait une grande peur en faisant croire qu'il allait faire une descente à La Rochelle pour aider les protestants. Et les troupes du roi en eurent grande épouvante. Le texte littéral en 1627, page 110 de ce livre, est dans mon livre. Le lendemain, le capitaine Lacave retourna de la rivière de Garonne qui fit courir le bruit qu'il avait laissé 300 ou 400 bateaux tout prêts à faire une descente, ce qui fit encore augmenter l'épouvante. Vous voyez déjà, les Montbrison foutaient la trouille autour d'eux. Malheureusement, le Montbrison d'aujourd'hui ne fout pas la trouille au gouvernement français. Ce qui fit... voilà. Mon père était le fils d'une mère irlandaise, Granny Fanny, protestante, dont le grand-père fut 2 fois maire de Dublin et le père ingénieur des ponts et chaussées, réputé dans la famille avoir été l'ingénieur du pont de la SNCF de Bordeaux, qui est encore préservé comme monument historique aujourd'hui. Mon père a été élevé au collège de Pau avec un directeur prussien, donc à la dure. Il est parti en 1912 aux USA comme cow-boy, car il ne supportait pas ses parents qui lui donnaient un coup de canne sur la main s'il osait aider les ouvriers à rentrer le foin. Un Montbrison ne travaille pas avec ses mains. Donc, il est parti cow-boy aux États-Unis et il a dressé les Mustangs sauvages à Elko, Nevada, appris aux Américains à danser, etc. Et en 1914, il reçoit un télégramme de sa mère « War declared, come home ». La guerre est déclarée, rentre vite, tu es français. Il est rentré et il a travaillé, il a été officier au 1er cuir à cheval et pour vous montrer ce qu'il a connu, évidemment, il a connu les tranchées et tout ça, mais il faisait des missions secrètes avec son cheval, il faisait des missions secrètes derrière les troupes allemandes la nuit. Et un jour, en rentrant, le mot de passe, il a beau le prononcer, mais il y avait un grand fort coup de vent. La sentinelle l'a bien visé à la tempe, et au moment où il appuyait sur la gâchette, mon père a tourné la tête. Et la balle est passée et lui a coupé l'oreille. C'est-à-dire qu'il a un tout petit bout d'oreille qui est enlevé. Mais un homme qui reçoit une balle si près de la tempe à 20 ans, 22 ans, il ne peut pas l'oublier, ça. Il est marqué à vie. Et donc, il se rend compte que la vie et la mort, ça tient à peu de choses. Et quand il reçoit, en tant qu'officier, l'ordre des généraux de se placer avec son peloton à tirer sur l'armée comment on appelle ça, les déserteurs. Les déserteurs, lui qui avait connu le drame des soldats dans les tranchées et qui est beau être officier, il a prévenu ses soldats de se tenir en position pour exécuter l'ordre des généraux, mais il a écrit une lettre en disant « Moi, je rejoins les déserteurs ». Et au moment où il partait pour rejoindre les déserteurs et se faire tirer dessus par ses propres soldats, il a reçu l'ordre du général qu'ils abandonnaient l'exécution, l'arrêt des déserteurs. C'est pour vous dire le caractère de mon père. D'ailleurs, pendant la guerre, lorsque, sur dénonciation, le docteur Hirsch, Sigismond Hirsch et sa femme ont été attaqués à l'aube par la Gestapo, le secrétaire de mairie de Saint-Michel a prévenu mon père, qui par miracle était là avec ma sœur aînée. Ils sont partis en bicyclette à toute vitesse à 2 km au village de Saint-Michel. Et mon père, par sa taille, par sa beauté, comme vous dites, et par sa prestance de vrai chef gascon,
il a tenu tête à la Gestapo. Il a dit « Vous n'emmenez pas le bébé ». Il y avait un bébé de 2 mois, ou de 6 mois, dans les bras de sa mère. Et la Gestapo a eu peur, quelque chose. Quelque chose s'est passé, grâce à la volonté de mon père. Et ils ont donné l'enfant dans les bras de ma sœur Françoise, qui est la marraine de la sœur du docteur Hirsch, Jean-Raphaël Hirsch, qui a été le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, je crois. Non, il était de Yad Vashem. Il était le président de Yad Vashem. Et il est malade aujourd'hui, il n'est pas là, mais je suis heureux de nommer Jean-Raphaël Hirsch et sa famille, ils nous sont très proches. Mon père, après la guerre, il a été décoré 2 fois sur le front par Pétain pour son courage. Et après la guerre, il a pris position avec les pasteurs protestants pour défendre des objecteurs de conscience. Parce que pour lui, dans sa tête, il avait appris depuis qu'il était petit, tu ne tueras point. Et pour un protestant, être obligé d'aller te tuer, comme pour un juif d'ailleurs, beaucoup plus fort que les catholiques de l'époque. Parce que on s'était inscrits, par exemple, dans ma famille, jamais nous n'avons donné, on a eu le droit de tenir un revolver ou un fusil, alors que dans les familles catholiques, on distribue comme cadeau couramment à un garçon de 14 ans un fusil ou un revolver pour rigoler, avec des cartouches en caoutchouc ou des choses comme ça. Dans les familles protestantes que je connais, jamais on autorise d'avoir une arme à des enfants, et on leur fait jamais cadeau d'une arme. Donc mon père a défendu les objecteurs de conscience. Il était le seul, avec les pasteurs, le seul officier à le faire devant les tribunaux militaires. À l'époque, on risquait le peloton d'exécution si on refusait d'aller à la guerre. En 14-18, ils étaient haïs par les Français, les objecteurs de conscience. Et donc c'était très courageux de sa part, si courageux que mon père, qui avec toute la bourgeoisie et bancaire et autres de Paris, fréquentait le Jockey Club, et on lui a fermé le Jockey Club immédiatement, et tous les clubs lui ont été fermés. Et heureusement, mon père était un grand sportif, et il a créé le polo de Paris avec les Rothschild. C'est mon père qui a été le fondateur du club de polo à Bagatelle, car c'était un excellent cavalier, et il était le chef de l'équipe de France de polo. Voilà. Pour ceux qui vont au polo, quelquefois, vous verrez, il y a une grande plaque dans la grande salle, Hubert de Montbrison, fondateur du polo de Bagatelle. Ça, c'est pour vous dire qui était mon père. Il s'est porté volontaire en 1939 à l'état-major de Fort-Ivry, a réussi à rejoindre Bazas et a passé en zone occupée, organiser la résistance. Il avait eu 2 enfants de son premier mariage après la guerre de 14-18, 2 garçons, mes 2 demi-frères. C'est une grande chance dans ma vie, car c'est grâce à eux qui ont fui l'aîné, le STO, en passant par l'Espagne et le camp de Miranda, et l'autre par Port-Vendre, se sont joints à la 2e DB en formation au Maroc et ont fait toute la campagne Paris, Strasbourg, jusqu'à Berchtesgaden. Et c'est ces 2-là qui m'ont sorti des jupons de ma mère en 1950 au Maroc, chez l'Ain, pour y faire mon service militaire. Je me suis inscrit comme si j'étais marocain pour ne pas faire mon service militaire à Tulle ou Verdun. Et donc, grâce à mon frère qui était au Maroc, j'ai été inscrit comme domicile au Maroc. Et donc, j'ai fait mon premier service militaire à Rabat comme élève, comme juste piou-piou. Mais là, j'ai demandé, j'étais le seul de mes inscriptions à l'état-major, j'ai été le seul à demander d'être officier à Saumur. Et donc, évidemment, j'en ai bavé des ronds de chapeau. Comment il veut aller à Saumur, on va lui montrer ce que c'est qu'être officier. Et donc, tout ce qui était sous-officier, on en fait voir de toutes les couleurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dans le livre, c'est décrit en détail. La seule chose à fait que un des officiers de mon service militaire avait été officier dans l'armée, du premier chasseur, qui a été le régiment qui a arrêté les Anglais là, au débarquement au Maroc. Et évidemment, de petit lieutenant qu'il était à l'époque de Pétain, il est devenu colonel. Et quand moi je me suis rentré au service militaire au Maroc,
je me présente devant le colonel, mes respects, mon colonel. Et lui, il se souvenait qu'un Montbrison, Arnaud, mon frère aîné, avait mis du sucre dans les tanks pour qu'il n'aille pas se battre contre l'armée anglaise au débarquement. Et qu'il était donc un déserteur et qu'il avait voulu être condamné à mort. Il s'est échappé, mon frère condamné à mort, s'est échappé miraculeusement. Mais moi, j'étais son frère qui arrivait 10 ans après, donc il fallait me punir. Donc j'ai été puni à la place de mon père, de mon frère. Et vous pouvez me voir, là, il y a une photo de moi où je suis pour pouvoir être un peu plus libre. Ils m'ont fait peindre les barbelés en blanc, ils m'ont fait peindre des tas de choses. Mais j'ai réussi à leur rappeler que j'étais le champion junior de lancement du javelot quand j'avais 15 ans. Et donc, ils m'ont offert un javelot. Et il y a une photo de moi avec un javelot. Là, voilà. Celle-là. La voici. Je me voyais avec mon javelot. Et grâce à cela, j'ai pu faire un service militaire très agréable au Maroc, bien que assez difficile. Voilà. Mais on va passer là-dessus. J'ai eu donc le bonheur d'avoir 2 frères aînés qui m'ont énormément aidé dans ma vie. Mon origine maternelle... J'ai oublié de vous dire que... Oui, non, c'est trop compliqué, ça, j'ai sauté. Bon. Une origine maternelle. Ma mère Renée est une Caïn d'Anvers. Deuxième fille de Robert Caïn d'Anvers. Mon grand-père aîné de 5 enfants, du couple Louis-Louise Caïn d'Anvers, qui achetèrent et vécurent au château de Champs-sur-Marne, qui épouse Sonia Warszawski. Robert Caïn d'Anvers épouse Sonia Warszawski de Saint-Pétersbourg à la Grande Synagogue de la rue de la Victoire à Paris. Au château de Champs où fut élevée ma mère, c'était le rendez-vous des grands chasseurs avec le roi d'Espagne, des rendez-vous culturels, artistiques, peintres, musiciens, poètes, écrivains, tels Proust, Bonnard, Renoir, dont on connaît les tableaux d'Alice et d'Élisabeth, de Louise et Louis, d'Irène qui épousa Moïse de Camondo, chez lesquels, à Paris, ma mère prenait souvent le thé. Sonia, ma grand-mère, fut élevée à Saint-Pétersbourg, dans la bourgeoisie juive bancaire, côtoyant les barons Gainsbourg et Poliakov et le baron de Hirsch. Avec les Poliakov, les Warszawski furent les fondateurs des chemins de fer russes, dont chacun des petits-enfants de Warszawski ont hérité des médailles. Sonia, ma grand-mère, lors de l'approche de la Grosse Bertha à Paris, a fui la France avec ses 2 filles et s'est réfugiée en Angleterre chez sa belle-sœur Alice Caïn d'Anvers Townsend. Elle est devenue, du coup, à force de vivre en Angleterre, elle est devenue anglicane. Ma mère, donc, n'a jamais été élevée juive. Ma mère a servi jeune infirmière dans les hôpitaux britanniques à la fin de la guerre de 14-18. Dans les années 90, suite à la guerre de Bolivie, Paraguay, Brésil, qui laissa le Paraguay complètement rétréci et exsangue, on demanda à la France de participer à sa reconstruction. Et les Caïn d'Anvers achetèrent des dizaines de milliers d'hectares. Ce fut la plus grande surface, la frontière du Paraguay, ça veut dire la plus grande surface agricole française au Paraguay, que Louis offrit à son fils, mon grand-père, à son fils aîné, Robert, mon grand-père, qui ne supportait pas le travail à la banque, était un homme de cheval et de la nature. Il en fit la fabuleux domaine, invita sa mère et ensuite sa femme. Il en fit 2 livres. Tout ceci me fut offert comme un cadeau en ma vie, puisque la vie m'a conduit. Voyez le livre. Et ma mère m'a offert le bonheur de 2 sœurs aînées, un frère cadet, avec lesquels j'ai grandi dans la musique russe, anglaise et française. Pagaille. Il faut numéroter les pages. Non, ça, c'est... Bon, alors maintenant je suis perdu. Voilà. C'est votre enfance. Alors, mon enfance.
Mon enfance, ma première langue, c'était l'anglais, jusqu'à 7 ans. On vivait séparés des parents. Dans les appartements, on ne voyait jamais les parents que le dimanche. Alors vous voyez, vous qui avez été élevé avec vos parents, dans les shtetl ou pas, vous avez vécu une vie familiale tout petite que vous ne pouvez pas oublier. Alors que nous voyons notre père et notre mère que le dimanche à déjeuner. Et quand il faisait beau, le dimanche après-midi, on marchait vers le bois de Boulogne et on revenait. Moi, à 9 ans, 8 à 9 ans, j'ai été envoyé au collège interne au Montcel, à Juillan-Josas. Et je restais 15 jours. On n'avait qu'un dimanche sur 2 le droit de voir ses parents. C'est là que j'ai appris la vie loin de la famille. Et au fond, ma mère n'a connu ses enfants que grâce à la guerre. À 10 ans, il y a la guerre. Mes parents, anglais et français, la sœur de ma mère, qui a épousé un anglais, était un ami de Ian Fleming. Ian Fleming a été envoyé par Churchill avec un bateau de guerre pour venir chercher tous les officiers et les personnes de l'ambassade d'Angleterre pour les sauver. Et c'était des amis. Donc Ian Fleming, il a ramassé les consuls et les chefs anglais de la principauté de l'Angleterre, mais il a pris vite une voiture. Il est venu nous voir à Arcachon avec une lettre de la sœur de ma mère. Il faut que tu rentres, tu es d'origine juive. Et ma mère, est en bonne protestante et en bonne républicaine, elle n'a pas voulu, elle savait le risque, elle avait été quand même en Allemagne à l'époque de Munich, elle avait connu Hitler, elle savait très très bien ce qu'elle risquait, mais elle a dit: je ne vais pas abandonner la France, je suis républicaine, je ne veux pas avoir à me reprocher d'avoir été une lâche. Et elle est restée, et évidemment, comme elle avait sa mère et sa tante, russes, juives, elles sont restées toutes les trois. Au Pilat, dans une zone militaire, avec les 2 grands généraux de l'armée de la Luftwaffe et de la Wehrmacht à nos portes. Et donc, ma mère savait très bien qu'elle n'allait pas s'en sortir. Je suis allé à l'école communale, cette merveilleuse école communale française où nous étions tous les mêmes, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit de quelque chose ou pas. On était avec un tablier noir, avec un béret pour saluer le professeur. On acceptait la punition. D'ailleurs, c'était l'école filles et garçons. Jamais nous n'avons été élevés jusqu'à 14 ans avec une fille. Ce que je trouve une erreur considérable aujourd'hui d'élever les filles et les garçons ensemble, puisque les filles sont tellement plus intelligentes que les garçons jusqu'à l'âge de 15 ans, et que les garçons ont l'air des imbéciles à côté des filles dans les petites classes. Moi, je le vois avec mes enfants. Mes filles sont premières partout. Elles battent tous les coups quand elles sont petites. Et donc, c'est une bêtise sans nom, ce qui fait que nous étions dans des classes de garçons où le professeur, quand on était bonnet d'âne ou qu'on avait fait une bêtise, il s'écartait comme ça. Il dit: viens, petit, viens. Il nous mettait, descends ton pantalon, il me mettait sur mes genoux, et paf, paf, à la rigolade de toute la classe, on recevait sur les fesses nues la main de son professeur qu'on adorait. On n'a jamais eu des problèmes psychologiques ridicules d'aujourd'hui. Et c'est d'une bêtise sans nom. D'ailleurs, quand on faisait des dictées, on avait le tableau noir. Il y avait toujours un d'entre nous qui devait faire la dictée derrière le tableau noir. Et à tour de rôle, on devait le faire. Et quand c'était votre tour, une fois que la dictée était finie, on tournait le tableau et devant toute la classe, les autres garçons voyaient les erreurs qu'on avait faites. Et ils se foutaient de vous. Et à ce moment-là, celui qui avait fait le plus de fautes, tableau noir ou pas, on le mettait en tête d'une colonne, celui qui en avait fait un peu moins, et on leur donnait un bâton comme le bonnet d'âne. Et il faisait le tour de la classe, et nous, on tapait comme ça: tu es nul, tu es nul, tu es nul. Et il n'y avait aucun complexe. Les complexes n'existaient jamais. On trouvait ça la justice.
Et on aimait notre professeur et on s'aimait mutuellement, on s'aidait. Alors qu'aujourd'hui, on ne s'aide pas. On découvre qu'un garçon s'est suicidé parce qu'il a été battu par son père ou sa mère ou qu'il était drogué ou Dieu sait quoi. Et personne, le professeur ne le sait pas et les élèves ne le savent pas. Nous, on savait exactement ce que chacun faisait. On allait chaparder avec les Poniatowski. Il y avait un Poniatowski dans la classe, je ne me rappelle plus son prénom. J'allais après la classe chaparder dans les arbres fruitiers, parce que pendant la guerre, les maisons du bord de la mer d'Arcachon et du Pilat, elles étaient totalement abandonnées. Il y avait des arbres fruitiers avec des cerisiers et des trucs, on se servait comme si on était chez nous. Donc on a appris à chaparder, de petit, très bien, c'était parfait. Alors un jour là, il faut que je vous le lise, parce que c'est très important. Un jour, ma mère, en 42, 41, page 41. Un jour, ma mère, en 42, une semaine avant notre départ, Jean pour la Sarthe, Françoise Manon et moi pour le château de Saint-Roch en Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire en zone libre, ma mère nous a réunis dans sa chambre autour de son grand lit, où, restée semi-allongée, soutenue par de gros oreillers, elle avait des choses importantes à nous dire. Jamais elle ne nous avait parlé sur ce ton de gravité extrême. Jamais réunis autour d'elle n'avions-nous senti peser un silence aussi lourd. Il ne fait plus aucun doute pour chacun de nous aujourd'hui que ce jour-là, en ce moment-là, notre mère ayant pris la décision de se séparer de ses enfants pour les sauver, pensait n'avoir aucun moyen d'échapper au sort réservé aux Juifs. Aussi était-ce son dernier message à nous, ses enfants, qu'elle ne reverrait plus. Ce n'est qu'après son décès, en 2000, que nous avons retrouvé dans ses archives personnelles la lettre testament qu'elle écrivit alors dès notre départ, mais qu'elle ne voulut pas nous donner pour ne pas nous inquiéter. Elle y donnait à chacun une mission et un témoignage de son amour. Ayant rompu un lourd silence et dominé l'étranglement d'émotion de sa voix, elle nous a dit combien elle comptait sur Françoise, l'aînée, sur nous, pour nous tenir unis dans l'attente de nous retrouver dans la zone libre, sans aucun espoir de retour. Finalement, je finis, elle dit s'étant levée pour nous embrasser, chacun séparément, elle commence à distribuer d'abord aux sœurs, puis à nous, les garçons, des vêtements qu'elle gardait précieusement depuis des mois dans les armoires. Puis à nous, les garçons, elle remit à chacun une belle plaque de chocolat introuvable en 1942 à Arcachon, qui fut le plus beau des cadeaux. Heureusement que j'ai eu l'idée, le réflexe, l'instinct d'en garder 2 carrés que j'ai entourés de leur papier d'argent, enfermés dans une boîte d'allumettes, gardés comme un trésor, toujours avec moi, jusqu'au 23 février 1943. Nous sommes en 1942, jusqu'au 23 février 1943. Mon souvenir que je vous conte commence un matin de février 1943. J'avais alors 13 ans. La classe venait à peine de commencer. La porte s'ouvre. Un grand de l'école entre précipitamment. On est au Chambon. Dit quelques mots à voix basse au professeur et repart aussi vite qu'il est entré. Le professeur ferme son livre, nous demande de plier nos affaires et de le suivre. Le cours est arrêté comme dans toutes les classes du collège Sévenol. Quelque chose de grave est arrivé. Il est demandé à tous les élèves, à tous les professeurs de se rendre à la mairie du village au plus vite pour tenter d'empêcher le départ d'un autocar dans lequel des élèves de l'école, raflés le matin même dans leur pension, sont tenus prisonniers. En arrivant à la mairie, nous voyons dans toutes les rues affluer les élèves, filles et garçons de tous âges, entourant déjà l'autocar gardé par des gendarmes en uniforme noir, casqués et mousquetons à l'épaule. Des professeurs se mêlent aux élèves, d'autres, avec le docteur Le Forestier, tentent de palabrer à l'intérieur de la mairie avec l'officier de gendarmerie. Je distingue à travers les vitres embuées les visages malheureux des enfants prisonniers dont on ne sait le nombre, spectacle insoutenable gravé à jamais dans ma mémoire. Cela m'a suffi. Sous le choc et d'instinct, je cours aussi vite que je peux à la pension Sagne, face à la gare, dirigée par le pasteur Poivre, que j'ai évoqué plus haut, mais aussi résistant qui, comme le pasteur Trocmé, ne mâchait pas ses mots en chair pour dire aux Allemands présents notre foi, notre espérance face à la barbarie nazie. Dans le secret de ma chambre, je cherche fébrilement et je retrouve le précieuse boîte d'allumettes
où depuis plus d'1 an, enveloppé entre 2 couches de papier d'argent, je garde mon bien le plus précieux pour mon frère et moi, au cas où, qui sait, pour survivre en cas de famine. 2 malheureux carrés de chocolat d'avant-guerre, de cette plaque remise à chacun de ses 4 enfants par notre mère, portant l'étoile jaune en nous laissant partir d'Arcachon vers la zone libre en juillet 42. Vite, je retourne les cours vers la mairie, vers l'autocar encore sur place, et me faufilant à travers la foule des jeunes retenant leurs larmes, qui chantaient haut et fort la Cévenole, notre cher hymne parpaillot. Ce n'est qu'à nous revoir, mes frères. J'arrive avant que la porte ne se ferme et mets mon trésor dans la main d'un garçon assis juste devant moi. C'est avec ce souvenir douloureux au cœur qu'en 1990, étant venu avec mon fils David, âgé de 21 ans, assister au fameux colloque sur la résistance au Chambon sur le plateau de Vivarais-Lignon, je suis repassé dans la mairie, j'ai retrouvé ma salle de classe, etc. Le dernier soir, on rentre dans un restaurant qui nous avait été offert par la ville. En face de moi, un homme, chacun demande à son... Voilà. Le dernier soir, nous étions environ une centaine d'invités par le Chambon à dîner en commun dans 3 ou 4 pensions ouvertes pour l'occasion du souvenir et au choix libre de chacun. C'est donc tout à fait au hasard, mais vous le verrez, il n'y a jamais de hasard, que je choisis la porte ouverte d'un de ces pensions où j'aperçois une belle salle, une grande table avec nappe et couverte autour de plein de visages joyeux, femmes, enfants, rien que des têtes grisonnantes, une belle atmosphère de fête. Nous entrons juste 2 places encore libres. La chance. Le dîner commence. Chacun demande à son voisin, à son vis-à-vis, pourquoi, comment il est là. Quel est son souvenir du Chambon? Et l'émotion est sur tous les visages. En face de moi, un homme et une femme, environ de mon âge, des Américains de New York. La conversation démarre aussitôt. Qui es-tu? Christian. Et lui? Ton fils? Oui, mon fils David. Moi, je suis Jack, et elle est mon épouse Eva. Nous nous sommes découverts près de temps après bien des miracles. Moi, j'étais chez Poivre, devant la gare en 42-43. Moi, je n'ai jamais connu Poivre, mais la gare, comme tout le monde. Et le petit train, oui, si je m'en souviens. Et l'école Cévenol et la mairie, tu t'en souviens? L'école, non, parce que je n'y étais pas, j'apprenais la menuiserie. Mais la mairie, oui, je m'en souviens, parce que lorsque les gendarmes m'ont pris l'atelier avec mon frère aîné, ils nous ont embarqués dans un autocar et on est resté longtemps entouré d'une foule d'élèves qui cherchaient à empêcher le car de partir. Mais on est parti. Tout le monde criait, j'ai eu la chance de revenir. Et avant le départ, comment ça s'est passé? Une chose incroyable. Juste avant que les gendarmes montent et que la porte ne se referme, un jeune garçon inconnu a surgi et a jeté dans ma main une boîte d'allumettes en me disant quelque chose dont je ne me souviens pas. Dans la boîte, enveloppée dans du papier d'argent, il y avait 2 carrés de chocolat noir. Je ne saurais jamais qui était ce garçon pour le remercier et lui dire que si j'ai pleuré avec les autres, c'était en pensant à maman et au chocolat qu'elle me donnait quand j'étais sage. Mon cher Jacques, nous vivons, toi et moi, en ce moment, un nouveau miracle, parce que celui qui t'a donné cette boîte d'allumettes, c'était moi, et qu'il fallait bien que tu sois le seul miraculé de ce dramatique autocar pour qu'aujourd'hui je sache qui était cet enfant juif inconnu auquel, le cœur déchiré, j'ai donné mon trésor d'enfant un sombre matin de février 43. Embrassons-nous. On ne saura jamais ni pourquoi, ni comment de si grands cadeaux sont offerts parfois à l'homme. Ici, c'est grâce simplement à la parole, et juste un peu plus. Voilà une histoire que j'ai vécue, qui est très émouvante, dont je voulais vous parler. Ensuite, après le Chambon, il s'est trouvé que j'ai beaucoup maigri, j'étais très malade, et j'étais le seul de la famille au Chambon en février 44. Et mes sœurs étaient si belles qu'elles avaient été chassées du Chambon parce qu'elles étaient impossibles, on ne pouvait pas les garder. Tous les garçons leur couraient après, c'était dramatique. Donc elles ont été jetées en dehors du Chambon. Et moi, j'étais pas très beau, j'étais tout petit. Je suis resté, je ne courais pas les filles à 14 ans. Et donc, je suis resté, mais j'étais très maigre. Et donc, il a fallu que je rentre.
Je suis rentré, j'ai mis 2 jours pour aller du Chambon au château de Saint-Roch. Et là, ma mère nous a dit un jour d'avril, je pars, restez sage, je reviens dans 3 jours. Et je rentrerai à midi, fermez la porte à clé, mais vous la laissez ouverte pour moi ce soir-là. Le soir-là, elle n'arrive pas. Nous nous couchons, mais le lendemain matin, à 6 heures du matin, les Allemands avaient encerclé le château, font sauter les portes du château, et on est jeté comme de la poubelle dans le hall en bas. Et c'est là, ce jour-là, que je suis obligé, ainsi que mon petit frère qui avait que 12 ans, revolver dans le dos, faire la perquisition entière du château, y compris le grenier, où dans le grenier, j'étais persuadé que mon père, qui était dans la résistance, était caché avec les gars dans le château au grenier. Et évidemment, les 3 Allemands qui tremblaient de peur, avec le revolver dans mon dos qui me faisait mal et qui me faisait marcher devant à 4 pattes presque dans le grenier d'un grand château du 17e, que vous verrez, que je crois, sur les photos. Vous voyez le château, vous allez le voir. Voilà le château. Voilà le château. C'était très impressionnant, et comme les Allemands ne parlaient pas le français, et moi je parlais, et ils m'ont pas dit taisez-vous, je disais à papa, papa, si tu es là, ils ne sont que 3, n'aie pas peur, etc. Ce qui faisait que j'étais déjà un résistant dans l'âme, et malheureusement mon père n'était pas là. Mais à chaque porte qu'on ouvrait, je croyais que j'allais me trouver en face de lui, et c'est une grande terreur. C'est là que j'ai appris que il y avait une cuisinière qui avait été cachée une quinzaine de jours avant dans une autre maison, et on lui avait dit tu as échappé cette fois-ci, va chez les Montbrison, tu ne risques rien. Elle était dans la cuisine quand les Allemands sont rentrés. Ils sont passés devant elle sans faire attention, et c'était une cuisinière polonaise, juive, évidemment, elle parlait couramment l'allemand, elle savait l'allemand. Et eux sont venus descendus pour prendre un café, et c'est là qu'elle a entendu que les Allemands disaient on va tuer les 2 garçons et le père va venir les chercher. Et il y en a un qui a dit non, c'est pas la peine de tuer les 2. En France, c'est l'aîné qui compte. On va tuer l'aîné, c'était moi, et le père viendra le chercher. Et c'est ça ce que j'ai su, ça, quand on s'est échappé. On a été à Moissac, on s'est échappé, parce qu'ils ont emmené l'oncle Étienne en otage. Ils l'ont emmené en prison à Toulouse, mais ils sont aperçus qu'il était gâteux, donc ils l'ont relâché. Mais nous, le jour même, on s'est échappé à pied jusqu'à Moissac. Et c'est à Moissac qu'on a fait mes fausses cartes d'identité, que j'ai pu m'échapper et que j'ai appris par les Polonais cachés juifs à Moissac, qui comprenaient ce qu'elles disaient, qu'ils avaient dit qu'ils allaient me fusiller. Ils ont changé d'avis in extremis à la dernière minute. Ils ont emmené mon grand-oncle qui parlait. Voilà le grand-oncle que vous voyez. Il est là, vous le voyez? C'est le grand-oncle qui m'a sauvé la vie parce qu'il parlait l'allemand. Et ils se sont dit, on va prendre l'oncle, il sait sûrement où se trouvent les parents des enfants. Donc je lui dois la vie à cet oncle merveilleux qui disait que les Allemands, que les Japonais allaient défiler à Paris, qu'il était gâteux, il ne savait pas ce qu'il disait. Il était pro-japonais. Donc, à la Libération, nous avons été... mon père, je ne le voyais jamais, parce qu'il était dans la résistance en zone occupée, sur la frontière espagnole, etc. Et il a participé à la libération d'Arcachon, mais on ne le voyait pratiquement pas pendant la guerre. À la Libération, nos parents nous ont mis à l'école des Roches. Et c'est là que, à l'école des Roches, à Maslac, ça, il faut absolument que vous sachiez que à l'école des Roches à Maslac, il y avait un monsieur extraordinaire, un catholique, très ami des écrivains pro-Dreyfusard, qui avait caché quelques juifs pendant la guerre dans son collège de l'école des Roches, replié à Maslac dans les Basses-Pyrénées. Et voilà, 68. C'est là que j'ai été formé. J'avais un retard considérable. Je suis arrivé
En troisième, j'étais du niveau de la sixième. Je n'avais presque rien fait à l'école. Et c'est là que Monsieur Charlier, notre directeur, nous a appris à être un homme. Je vais vous dire rapidement quelques-unes de ces phrases. Pour vos enfants, pour vous-même, pour vos petits-enfants, c'est vraiment des choses que... C'est une des raisons pour lesquelles je souhaite vendre mon livre à certains d'entre vous, parce que vous avez tous des petits-enfants, et c'est pas à l'école d'aujourd'hui qu'on apprendra ces choses. Il n'y a plus de professeurs comme cela. On ne peut pas être un homme si on ne réussit pas à tirer de soi ce qu'on est, à donner de soi tout ce qu'on a. Si on n'a pas cette souveraine exigence, on n'entrera jamais dans la réalité de l'homme, car vous n'existez pas si vous ne consentez pas à revêtir la forme parfaite qui vous est propre et pour laquelle vous avez été créé. Une autre phrase, et j'en arrive à l'essentiel. Le but de vos études n'est pas d'entasser dans vos esprits une certaine somme de notions, mais de vous faire pénétrer profondément dans la vie de la pensée, de vous apprendre à penser. Or, ce n'est pas autrement que par votre travail scolaire que vous y parviendrez. Et un autre. Enfin, prenez la vie au pied de la lettre comme une grandiose aventure où il dépend de nous que les événements les plus minces soient chargés de sens, car cette fois, c'est vous qui écrivez le texte et n'oubliez pas que c'est aussi un texte sacré. Formé par cet homme, j'ai appris l'exigence de soi. Et je dois dire que ça a été extraordinaire pour moi de connaître ça. Et évidemment, j'étais passionné de mer et ayant été élevé au bassin d'Arcachon, je me suis inscrit clandestinement dans le dernier bateau lainier qui devait quitter Bordeaux, bateau à voile, 4 mâts à voile, le dernier qui quittait Bordeaux pour aller en Australie. Et je me dis, je passe mon bac et je file en Australie avec ce bateau. Malheureusement, il y a eu des grèves, le bac a été retardé, le bateau est parti sans Montbrison, et j'ai été supplié ma mère, qui était très belle et qui avait un soupirant, qui vendait des tentes pour comment s'appelle celui qui fait les clubs méditerranéens, pour Trigano. Et donc, il lui a envoyé des livres. Il voulait absolument vivre avec ma mère. Et comme ma mère était très gentille, elle lui a dit, comment tu vends des tentes? Est-ce que tu connais les gens au bord de la mer, etc. Et lui, il connaissait l'inspecteur maritime de Etel en Bretagne. Grâce à lui, il m'a fait inscrire clandestinement, avec l'accord de ma mère, sur le bateau tonnier, un des derniers tonniers bretons à la voile de Etel. Et moi, j'ai eu la chance extraordinaire de partir sur ce bateau qui était avec une carte de Napoléon Ier, Napoléon III, pas de moteur, pas de radio, uniquement le sextant, avec des marins d'autrefois. Et un petit mousse de 14 ans qui était mené à la trique, et aucun d'eux ne savait nager. Ils n'avaient jamais eu le temps d'apprendre à nager, parce qu'ils gardaient les troupeaux de vaches, et quand ils étaient mousses, l'âge du mousse, on le mettait mousse, et ensuite, le mousse, il devenait marin. Donc, j'étais avec les vrais marins d'autrefois, dont un d'entre eux, le Bosco, avait été sur le bateau des bagnards à la Guyane, et on me racontait des histoires de bagnards extraordinaires. Donc j'ai vécu ça à 17 ans, et je suis parti en pleine tempête. Il y avait le drapeau noir ne sortait pas. Le commandant a décidé, on sort. Et en pleine tempête, on est sorti d'Etel par l'entrée la plus dangereuse avec celle du bassin Arcachon en France. On est passé quand même, on est arrivé. Et là, à peine j'étais sur le pont du bateau, la tempête était moins forte un peu. Il y a un gars qui arrive derrière moi, c'était le Bosco. Il me tape sur l'épaule. Il me dit, tu vois la Lys?
Les Bretons sont tout courts, ils sont pas longs comme les Montbrison. C'est des gars, les Bretons, c'est très court. Il n'y a pas de grands Bretons. Parce qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils soient près des poissons et tout ça. Et donc, il me montre la liste qui était très basse, et il me prend par l'épaule, il me dit, tu vois, je te pousse un tout petit peu, et 1 de 200 familles de moins. Moi, je ne savais pas ce que c'était que les 200 familles. J'étais de Montbrison, mais je n'avais jamais entendu parler de ça, ni à l'école des Roches, où il n'y avait que des riches des vins de Bordeaux. Et donc, j'ai compris qu'il fallait... Et il m'a dit tout de suite, écoute, tu sais jouer à un jeu? Je dis, oui, je sais jouer aux dames, aux échecs. Il dit, non, échecs, non, c'est pas pour nous. Dames, tu joues aux dames? Tu vas faire un jeu de dames avant ce soir et tu le fais, tu te débrouilles, je ne veux pas le savoir, et tu joues avec le commandant. Si tu gagnes, tu as une salade russe, tu n'auras pas une salade américaine. Tu auras une salade russe, et j'apprends que c'est le bateau du Parti communiste. J'étais monté de Montbrison sur le bateau du Parti communiste. Donc, j'ai vécu cette aventure merveilleuse que je raconte dans mon livre, qui a été une grande tempête. On a traversé la plus grande tempête de l'époque. Il y a eu quand même une 20aine de noyés à Douarnenez, et nous, on s'en est sortis parce que le commandant était extraordinaire. Et donc, page 82, je vais absolument vous lire comment j'ai terminé. Il se trouve que une amie à moi m'a demandé de l'accompagner en Bretagne pour un mariage, et avec sa voiture, et je l'ai amené à Étel pour voir, et je suis tombé. Le plus émouvant de ce pèlerinage sur mes jeunes années fut de retrouver parmi les épaves des vieux tourniers au cimetière marin d'Étel la fière coque, membrure et proue de ce puissant et courageux Capdier, c'était le nom du bateau, qui avait fait de moi un homme et sauvé nos vies. Pour qu'on les aime tant en Bretagne, ces beaux navires en bois, des marins pêcheurs à la voile, qui ont un cimetière comme les hommes, il faut croire qu'ils ont une âme, eux aussi. Et j'ai eu peine ce jour-là à retenir mes larmes. Voilà, c'est pour vous dire que même les bateaux, ils ont une âme, surtout les bateaux des pêcheurs. Là-dessus, je suis parti faire mon service militaire à Saumur. Là, je vous en ai parlé quelques mots. Je suis allé faire mon service militaire. Oui. J'étais ensuite, après mon service militaire, je suis monté sur un bateau. Mon frère m'a dit, si tu n'as rien à faire l'été, tu achètes un bateau à Arcachon. Et moi, j'ai monté une affaire en Afrique noire. Tu vas là-bas monter l'affaire avec moi, tu amènes le bateau à Pointe-Noire. Et à 25 ans, avoir le privilège de monter sur un bateau et de diriger le bateau, il y avait 2 capitaines pour diriger le bateau, 2 marins de long cours, mais ils se sont trompés, ils sont passés devant Abidjan sans le voir. Mais c'est moi qui l'ai vu. Parce qu'à Abidjan, comme il n'avait pas de radio, et qu'avec les sextants, on ne pouvait pas voir où on était, et que c'est tout plat, on suit, et on a passé devant... C'est moi qui leur ai dit 2 jours après, nous avons passé à Abidjan. Et on est revenu à Abidjan. Pour vous dire que même les commandants de bateaux, on peut être aussi fort qu'eux. Il ne faut pas être trop orgueilleux, mais il faut quand même le savoir. Il faut être toujours curieux. C'est surtout ça qu'il faut. Et donc, j'ai amené ce bateau à Pointe-Noire, et pendant 4 ans, j'ai monté, avec mon frère Gilles, les premières affaires de pêche au Congo. On a amené du poisson d'eau de mer à Brazzaville par le chemin de fer qui, dans la soirée, dans la nuit, amenait le poisson de Pointe-Noire à Brazzaville. Inutile de vous dire que depuis que l'Afrique équatoriale est devenue le Congo-Brazzaville et qu'il n'y a plus de Français là-bas, le chemin de fer n'existe plus. Il met 5 jours pour aller à Brazzaville de Pointe-Noire, alors qu'il le faisait dans la nuit. Ils ont tout cassé, rien n'existe plus de là-bas de ce qui était de mon temps. C'est triste, mais il faut essayer d'aider ces pays noirs en y allant. Ça, c'est l'ouverture. C'est ce que je demande aux jeunes d'aujourd'hui. Ne dites pas qu'il n'y a rien à faire. Il y a énormément à faire en Afrique. Et donc, j'ai connu l'Afrique pendant 5 ans. De Pointe-Noire, on est allé au Gabon. On a créé la pêcherie au Gabon. Du Gabon au Cameroun. On a pêché la pêcherie au Cameroun. Et ensuite, il y a eu les Anglais qui ont essayé de m'avoir, les Anglais du Nigeria.
Et on a déclaré la guerre aux Anglais Nigeria. Il n'y avait pas la flotte britannique ni la flotte française militaire, ce qui faisait qu'on pouvait faire la guerre en mer entre marins. Donc on a fait la guerre contre les pêcheurs anglais qui m'ont envoyé mes bateaux pêcher les ancres des négriers pour déchirer nos filets. Donc on a fait la paix ensuite à Lagos. J'ai fait la paix à Lagos avec les Anglais et les Noirs de Lagos. Mais ça a été des aventures que l'on ne peut plus vivre aujourd'hui, qui étaient de l'époque. Et là-dessus, Fulbert Youlou est devenu le président de l'Afrique équatoriale. Il a invité les Chinois à venir former leur armée, et l'armée chinoise a utilisé nos bateaux comme cible pour former les tireurs de canons noirs sur les bateaux de la SAPAC de notre société. Ce qui fait qu'on a tout perdu et qu'on n'a jamais été remboursé de quoi que ce soit parce qu'on n'était pas en Algérie française. On était en Afrique équatoriale française. C'était pas un département français. Voilà. Alors ensuite, rien. Je suis rentré en France. J'ai travaillé dans une usine de caoutchouc où on faisait les joints de caoutchouc de la 2 chevaux et les bâtons de gendarmes. Là-dessus, il y a eu la guerre d'Algérie. Mon frère a été envoyé en guerre d'Algérie contre son gré dans des wagons plombés. Et il a fait la guerre d'Algérie. Quand il est revenu, on a pleuré comme des fous de tristesse de voir ce que l'armée française avait fait en Algérie, à laquelle il a assisté et que ça a démoli mon frère complètement. Et donc, mon frère étant rentré, je dis à ma mère, j'ai rencontré André Chouraki, je ne veux pas rester là, je veux aller en Israël. Et donc, je suis parti en Israël à la guerre de Suez pour découvrir... comme j'avais rencontré, comme je vous l'ai dit, André Chouraki et l'ambassadeur d'Israël, Walter Eitan, ils m'ont donné des papiers spéciaux pour que je puisse rentrer immédiatement au kibbutz sur la frontière syrienne. Et donc j'ai assisté aux attaques des Syriens qui rentraient sous de Damas et qui s'amusaient à tirer uniquement sur les maisons des enfants des kibbutz de frontière. Et donc, j'ai vu le courage de ces hommes incroyables que j'avais jamais pu voir de ma vie. J'ai jamais entendu dire le moindre mot contre les Arabes, alors que moi, je vivais en France, on parlait des bougnoules, des sales bougnoules algériens, etc. Donc, j'ai dit, mais ça, c'est un autre peuple que je connais pas et il faut que je découvre. Et comme je connaissais rien du judaïsme, ma mère me l'avait jamais appris. Quand j'étais à l'école, quand il y a eu le retour des camps de concentration auxquels aucun de mes parents ne m'avait parlé, je ne savais absolument rien sur Israël. J'ai décidé, après les vacances de Noël que j'ai passées là, de rompre mes contrats dans la société de caoutchouc, de prendre ma voiture et de rentrer en Israël dans un kibbutz, apprendre l'hébreu avec ma voiture. Donc je suis le seul Français qui est arrivé dans un ulpan avec une Peugeot décapotable. C'est invraisemblable. Et alors, évidemment, tous les gosses jouaient sur la Peugeot toute la journée. Et moi, j'apprenais l'hébreu, je travaillais dans les champs, j'étais l'ouvrier agricole à fond, mais je travaillais les jours de Shabbat où ils ne travaillaient pas, exprès pour cumuler des heures d'avance. Et comme ça, j'ai eu des heures qui m'ont permis de partir 5 jours avec ma voiture. Et en fin de compte, dans cette année 58, je connaissais mieux Israël que tous les Israéliens et les généraux, parce que je prenais toutes les routes les pires et tout. Et évidemment, j'ai été suivi par le Shin Bet, par le Mossad en permanence, qui disent, ce type-là, il faut le surveiller. Qui c'est ce Montbrison, etc. Et ils interrogeaient les gars du kibbutz du matin au soir pour dire, mais c'est un espion, etc. Alors eux, ils disaient, non, on vous promet qu'il n'est pas. Et donc, c'était passionnant, c'était une vie passionnante, où j'ai découvert des jeunes étudiants de Haïfa, qu'on appelait les Cherterim, du professeur Cherter, qui avaient décidé, des garçons de 20 à 25 ans, qui avaient décidé, nous, on veut être ni Mapam, ni Napai, ni gauche, ni extrême communiste, ni moyen gouvernemental, ni religieux. On veut écouter Montbrison. Et moi, comme j'avais vécu dans les monastères, avec les prêtres, j'avais toujours discuté avec les chefs de monastères, j'avais été passionné, comme mon père, de tout ce qui était religieux, puisque mon père était un des bâtisseurs de la paix entre les églises. Il est tombé amoureux de la princesse Romanov, qu'il a épousée en 50. Et
après la guerre, et il a traduit les livres du penseur Berdiaev avec la princesse Romanov, qui était ma marraine. Donc j'étais le filleul de la princesse Romanov, les Romanov ayant fait les protocoles des sages de Sion. Vous voyez, imaginez comment, moi, dans ma tête, j'ai tout ça. J'ai le sang irlandais, le sang russe, le sang gascon, et je suis le filleul de la princesse Romanov. Alors, tout ça, c'est un grand mélange en moi, mais ça m'a ouvert l'esprit à parler à ces jeunes Israéliens de ce que c'était que l'Église catholique, l'Église protestante, les monastères, la pensée de Gandhi, parce que j'étais à fond avec Gandhi, et tout ça. Et grâce à ça, ce groupe-là, un jour, Ben Gurion, parce que grâce à mes amis que j'avais qui connaissaient Ben Gurion et tout ça, j'ai pu leur dire qu'il fallait aider ces jeunes. Et ces jeunes ne rêvaient qu'une chose, c'est d'avoir un kibbutz. Eh bien, un jour, Ben Gurion, qui était fâché avec les religieux, il a dit « Je donne le kibbutz à ces jeunes ». Et grâce à moi, pas seulement à moi, avec Dan Avni et avec André Chouraki, car Chouraki a joué un rôle considérable dans ma vie, on est arrivé à ce que Ben Gurion leur donne un kibbutz. Et c'est le kibbutz de Yodfat. Et c'est dans ce kibbutz de Yodfat qu'on a fait les premiers essais de l'eau avec les gouttes à gouttes que vous voyez dans tous les jardins. Mais c'est devant moi qu'on a fait les premiers essais dans les vignes de Yodfat. Et Yodfat aujourd'hui n'est plus un kibbutz, mais tous les gens de Yodfat, pour vous dire combien ils sont attachés à moi, ils ont envoyé le meilleur musicien de flûte, le meilleur musicien de piano. Ils m'ont offert 2 concerts, un à Lausée et un au MEDEF. Ils sont venus exprès pour jouer 2 concerts gratuitement pour moi et tous mes amis à Paris. C'est pour vous dire le cœur de ces gens-là. Alors, bon, je continue. J'ai vécu la guerre de Suez, la fin de la guerre de Suez et l'amour pour la France. Mais ensuite, je suis devenu agriculteur et je suis rentré en France parce que mon jeune frère m'a demandé, m'a dit, si tu ne rentres pas pour m'aider à faire des maisons préfabriquées pour l'abbé Pierre en papier, j'abandonne la médecine. Alors, moi, en tant que frère aîné, j'ai dit, il n'est pas question, il faut que mon frère devienne médecin. Et il est devenu médecin. Il est devenu médecin, il est aujourd'hui à la retraite, mais il est devenu médecin généraliste. Et moi, je suis rentré pour m'occuper des inventions de mon frère avec un ami sur de maisons en papier, avec des produits chimiques, avec du polyester, etc. Et j'ai créé la première maison en papier en France, près de Limoges, où il y a du carton et du papier tant qu'on veut. Et donc, j'ai lancé des brevets pour que ça serve à Israël, qu'on puisse faire des maisons en papier en Israël. Les Russes ont voulu acheter mon brevet. Comme ils étaient communistes, et moi je suis anticommuniste, j'ai refusé de leur vendre le brevet. J'ai refusé de leur vendre le brevet, ce que j'ai eu tort. J'aurais mieux fait de le vendre et j'aurais eu de l'argent. Là, j'ai bouffé tout l'argent que j'avais avec mon frère pour faire cette chose pour l'abbé Pierre et les frères de Foucault. Mais j'ai connu tous ces gens qui étaient des grands amis André Chouraki. Et donc, on se tenait tous la main. Et c'est comme ça que j'ai fait cette maison avec un prêtre ouvrier et le pasteur de Limoges, pour les enfants rejetés par toute la sécurité sociale. Et c'est eux qui ont construit la maison préfabriquée. C'est une maison qu'on pouvait transporter en hélicoptère, qui ne pesait pas plus de 2 tonnes et demie, et qui aurait pu aider le gouvernement français. Il pouvait stocker des maisons comme ça par milliers pour les cas de danger national, ce qu'ils n'ont jamais fait, évidemment. Et donc, malheureusement, ceux qui ont travaillé avec moi dans ce brevet, ils ont volé mon brevet. Et ils ont profité de l'époque où on faisait des maisons, des HLM pour les quantités d'ouvriers à Lille et Tourcoing. Et ils m'ont volé les brevets, ils sont partis. Mais moi, je ne suis pas un homme à faire des procès. Je les ai laissés faire. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Glasberg. L'abbé Glasberg cherchait quelqu'un pour l'aider. Et je suis allé le voir. Et je pense que c'est... D'une part parce que j'étais protestant et que l'abbé Glasberg avait vécu l'horreur d'être prêtre d'une église catholique dont le Vatican était pro-nazi. J'espère que je ne choque personne ici, mais il est évident que le pape de l'époque et que l'Église, la fille aînée de l'Église française, fille aînée de l'Église était la France. Et
combien sont les évêques qui ont aidé les Juifs. Et on les compte sur la main. À la Libération, on les a tous fait sortir de l'Église catholique. Ils étaient tous... on peut honorer hautement les 3 ou 4 évêques de Lyon, de Toulouse et de Montauban qui ont sauvé l'honneur de l'Église catholique. Et donc, je peux dire que l'abbé Glasberg, quand il a su que j'étais protestant, il a été beaucoup plus prêt à me prendre que si j'avais été catholique, alors qu'il travaillait avec les catholiques. Mais aussi parce que je revenais d'Israël et que je parlais l'hébreu et que pour lui, il adorait Israël. Il avait aidé Israël à être libéré. C'est lui qui a été l'acteur principal de la libération de Jérusalem, parce qu'avec sa soutane, il pouvait faire des tas de choses que les Juifs ne pouvaient pas faire. Et il est vénéré en Israël par tous les gars du Mossad. Il est vénéré par eux. Et donc, j'ai eu la chance d'être son secrétaire particulier pendant 2 mois. Et c'est grâce à lui que, travaillant avec lui, des atmosphères extraordinaires, des aventures que j'écris dans mon livre, il m'a dit, je veux voir tes parents. Je ne comprends pas que tu donnes ta vie, tu es jeune, tu dois être marié, avoir des enfants. Et il est allé voir mon père, et mon père lui a dit, mais j'ai 4 garçons, il n'y en a pas un qui s'intéresse. La maison d'en face, le château Montbrison, est à vendre. Et il n'y en a pas un qui va... Et ça va être vendu à n'importe qui. Mais vous vous rendez compte de la tristesse d'un père qui a fait la guerre de 14, qui a 4 garçons. Il n'y en a pas un qui s'intéresse à sauver le domaine familial. Et il me dit ça, l'abbé Glasberg. Et aussitôt, je raisonne. Je l'amène voir ma mère à Arcachon. Il voit ma mère, il voit mes sœurs. Et il rentre à Paris finir son travail. Et moi, je réfléchis, je me dis, il a raison, il faut que... J'ai été en Israël, j'étais ouvrier agricole, je connais rien, je sais pas conduire un tracteur, je sais pas ce que c'est que l'agriculture, mais je vais apprendre. Et donc, j'ai acheté, heureusement pas avec mon père. Mon père voulait acheter 50-50 avec moi. Je me suis dit, si j'achète à moitié avec mon père, je ne serai pas mon patron, il va me commander, il va faire tout ça, ça va être impossible. Donc, j'ai acheté secrètement le château tout seul. Ce qu'il ne m'a jamais pardonné, évidemment. Quand il s'est trouvé qu'il n'avait aucun droit dans ma terre, il a énormément souffert. Et moi aussi, j'ai souffert d'être bon. J'avais fait ça pour être près de mon père et d'être coupé de mon père. Ça, c'est humain, c'est la vie. Il faut pardonner. C'est les épreuves de la vie. Je suis sûr que mon père a continué à m'aimer, mais il m'en a voulu tout le temps, donc il me donnait aucun tracteur, que me les louait beaucoup plus cher que tout le monde. Et donc j'ai été obligé d'acheter tous mes outils et tout ça. J'en ai bavé des ronds de chapeau à cause de mon père, mais ça, tant pis, c'était tellement beau d'être propriétaire terrien de la terre de Montbrison, avec le cimetière de Montbrison, et c'est là que j'ai développé la blonde d'Aquitaine. Voilà, il faudrait conclure sur la blonde d'Aquitaine. Elle est belle, hein? C'est là que j'ai la blonde d'Aquitaine. Cette vache, c'est la seule qui n'était pas blonde, mais elle était tellement intelligente que je l'ai gardée. C'est la seule qui, quand j'ai eu la brucellose et que j'ai dû abattre mon troupeau, elle n'était pas blonde, non, parce qu'elle a le nez noir et elle a la queue blanche, elle n'est pas blonde. Mais elle était... je raconte toute l'histoire de son achat, absolument extraordinaire. Alors, il faut que je vous laisse. Évidemment, après tout ça, quand même pour vous expliquer que mon livre parle du monde entier, c'est que grâce à la blonde d'Aquitaine, j'étais le seul parlant l'anglais des paysans gascons. Ils m'ont élu vice-président et unique délégué à l'exportation pour faire la promotion de la race. Et évidemment, tout de suite, je suis parti en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Russie, etc. Et donc, j'ai fait la promotion de la blonde d'Aquitaine à travers le monde. Le plus beau troupeau européen maintenant, non français, c'est en Hongrie, où j'ai fait le premier accord bien avant Mitterrand. 2 jours avant Mitterrand, j'ai signé le premier accord français, hongrois, communiste hongrois, occupé par les Russes. Je voulais le faire avant que Mitterrand vienne, et je l'ai fait. Et donc, je suis respecté, très aimé en Hongrie. J'ai des amis dans toute la terre aujourd'hui à cause de ce que j'ai fait. Et j'ai rencontré en Chine l'ami intime de Deng Xiaoping. Et grâce à lui, à l'époque, Deng Xiaoping était le grand changeur de la Chine. Grâce à lui et grâce à la banque Lazare, qui a eu l'intelligence de signer les accords
grâce à un ami chinois, signé les accords du Boeing américain sur le sol chinois. C'est ça qui a libéré la Chine de l'emprise russe des communistes russes, et qui a libéré la Chine. C'est les avions Boeing. J'ai pris le premier avion Boeing, je raconte l'aventure du premier avion Boeing en Chine, et bien d'autres, et juste un peu plus je raconte. Voilà. Bravo. Merci Christian pour cette prestation. Non, c'était impossible, il y a trop de choses à vous dire. Voilà. Mais vous avez 300 pages. Donc dans Vie d'un homme d'hier, aujourd'hui juste un peu plus, de Christian de Montbrison. Vous avez vu un peu j'ose dire, le personnage qui est là. C'est une personne, c'est une personnalité, et c'est aussi ce qui est plus rare à être, un personnage. Et sa vie est à l'image du personnage, et son livre est à l'image du personnage. Il en a lu quelques beaux extraits, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, je vous propose maintenant un moment de discussion avec lui. Moi, je continue à écouter. Vous avez le droit de poser des questions, d'intervenir. Voilà, donc ça... Tout de suite, madame. Fonctionne, ça, je voudrais non pas rectifier, mais ajouter quelque chose. À un moment, vous avez dit en début de séance, vous qui avez vécu avec vos parents, alors je voudrais là dire qu'on n'a pas tous vécu avec ses parents. Cette guerre nous a fait vivre aussi dans des maisons d'enfants loin des parents, que l'on a parfois retrouvés et parfois pas. Et bon, je pense que beaucoup de gens sont là. On n'a pas peut-être le talent de dire les choses, ou le goût, enfin la possibilité de faire aussi, enfin d'avoir de telles aventures. Et la vôtre est merveilleuse. Bon, je suis un peu émue aussi, vous l'étiez d'ailleurs également. Mais je voulais simplement ajouter ceci, parce que dans beaucoup de gens qui sont ici, et beaucoup ailleurs évidemment, il y a effectivement des choses qui ont été brisées, des choses qui ont été épouvantables, et que l'on surmonte avec beaucoup de courage et avec beaucoup de bonne humeur aussi. Voilà. Merci. Merci. Je pense que Christian s'adressait à des jeunes, des plus jeunes que nous. Je pourrais ajouter que je suis membre de l'OSE, comme nombreux vous êtes, de l'amicale de l'OSE, et que donc toutes les semaines, je vis dans cette famille merveilleuse qui nous réunit tous, parce que nous étions tous condamnés à mort. Donc, il y a cette union par le fait que nous sommes des survivants, tous, et que nous portons ça. En tant que Français, c'est très lourd de penser que la France a fait ça à ses propres Français, qui étaient les premiers volontaires à la guerre pour partir se battre contre les Allemands, et que c'est la France qui les a renvoyés ensuite à Auschwitz. Et donc, nous souffrons tous, c'est sûr, de la même chose, et nous savons que vous avez été arrachés à vos parents tout jeunes, et que voilà. Monsieur. Bon, vous avez parmi beaucoup de choses extrêmement intéressantes, et en fait, j'envie votre vie d'aventure. Vous avez néanmoins dit quelque chose que je ne veux pas laisser passer. Vous avez traité l'Église catholique de nazie. C'est faux. C'est parfaitement faux. Il y a eu un certain nombre d'évêques qui ont réagi très violemment. Alors, je sais que la célèbre pièce, la trop célèbre pièce d'un certain Orhut a tenté de prouver que le pape Pie XII était nazi. Il avait été nonce apostolique en Allemagne, oui. Et il a en plus été l'inspirateur du premier manifeste profondément anti-nazi de 1935. Bon, je suis désolé, mais je ne peux pas laisser dire que l'Église catholique a été nazie. Monsieur, c'est une erreur de parole. Christian répond. Ce n'est pas du tout ce que je sais pas du tout ce que je voulais dire, mais je voulais dire qu'on peut très bien ne pas être nazi, mais il recevait quand même
à table Ante Pavelic, qui prenait tous les matins pour son petit déjeuner, on lui apportait un panier d'œufs, des yeux des orthodoxes, parce qu'il fallait faire la guerre contre les orthodoxes. Et donc, il n'était pas nazi, mais il ne disait rien contre. Voilà. C'était l'évêque. C'était le pape. Non, mais le pape recevait Ante Pavelic chez lui. Alors, je m'excuse. Voilà. J'ai les photos. Bon, mais chers amis, on ne va pas faire un énième débat sur Pie XII. D'ailleurs, monsieur Christian de Montbrison, il n'a pas dit nazi. C'est vrai que c'est un peu maladroit. Il a dit pro-nazi, ce qui est moins grave. Et c'est vrai que dans une conférence où on essaie de tout dire d'une vie, d'un siècle, il y a des formules qui sont un peu rapides. Nous sommes bien d'accord pour dire, voilà, on peut aussi dire que l'Église luthérienne allemande a soutenu le nazisme. Voilà, on le sait, mais c'est une affaire très compliquée. Et il ne souhaitait, je crois, blesser personne sur ces questions-là. Voilà. Non, mais monsieur, je crois qu'il ne faut pas l'être. C'était une formule... Bon, on a toujours peur dans les conférences que la première question ne sorte pas, mais alors là, c'est une profusion de questions. Monsieur, qui a le micro ensuite. S'il vous plaît, monsieur, je vous interromps juste une petite seconde. Simplement, il est évident que monsieur de Montbrison, je soutiens monsieur Cabanel, il est évident que monsieur de Montbrison ne souhaitait blesser personne, et je vous invite à poser d'autres questions. Et évidemment, le débat n'est pas terminé sur Pie XII, mais je crois que c'est pas forcément le moment et le lieu, donc je vous invite à poser d'autres questions, s'il vous plaît. Merci. Absolument. Alors, je vais essayer de ramener un peu de sérénité. Christian de Montbrison, ce qui était formidable, c'est que vous êtes un aventurier, un grand aventurier, et vous portez bien votre nom, puisque vous êtes un cow-boy, au niveau étymologique, un cow-boy de blonde d'Aquitaine en plus, puisqu'il s'agit de vaches. Et vous êtes aussi un conteur, et c'est ça qui est extraordinaire. Vous parlez comme vous écrivez, et vous attirez l'attention des auditeurs par le charme avec lequel vous racontez. Et le thème de cet après-midi, c'est justement témoignage. Et en tous les cas, je l'ai reçu comme tel. Une série de témoignages, mais trop pluriel. Et alors, vous avez évoqué, je crois, 3 fois un nom, qui est celui certainement d'un de vos amis, qui s'appelle André Chouraqui. J'aimerais bien que vous nous disiez quelques témoignages de votre rencontre avec lui. Voilà. Avec grand plaisir. D'abord, c'est à la lecture de son livre Israël, tout petit, collection, je ne sais pas, que sais-je, tout petit, que j'ai tout de suite appelé la maison d'édition et j'ai dit, je vais voir ce monsieur. J'ai sonné à la porte, il a ouvert et vous connaissez le regard d'André Chouraqui, il a des yeux inoubliables. Et nos regards sont croisés et immédiatement, nous étions amis à vie. C'est ça qui est extraordinaire. Et parce que je connaissais absolument rien. Je ne savais même pas ce que c'était que Pessah. Alors il m'a invité à Pessah. Il était fiancé avec Annette, la mère d'Emmanuel. Et j'ai vécu le premier Pessah avec lui, inoubliable. Et ensuite, il a dit, je monte en Israël. Et moi, je lui ai dit, moi aussi, je veux monter. Et donc, je suis parti peu de temps avant lui. Et la chose étonnante, c'est que nos vies se sont croisées. J'ai rencontré les premiers prêtres guides d'Israël, en Israël, qui étaient des prêtres reconnus guides d'Israël pour les Juifs, des catholiques, prêtres. Et donc, je suis devenu leur ami immédiatement. Et l'un me dit, il y a le père Bruno qui veut créer Neve Shalom. Il faut de l'argent. Est-ce que tu peux en avoir ? À l'époque, j'avais de l'argent. Il n'y avait pas de problème. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Il y avait de l'argent. Donc, immédiatement, je vais voir une banque. Je ne les nommerai pas. Je leur demande est-ce que je peux avoir de l'argent en Suisse ? Débrouillez-vous. Je vais aller en Israël. Je crois même que oui, il passe l'argent en Suisse. Et moi, je me dis, je pars avec ma voiture 203. Je passe à la banque en Suisse. Et puis,
Donc je prends, je ne me rappelle plus, c'était 1 ou 2 millions, je ne me rappelle plus, de francs à l'époque. Je mets ça dans la voiture et je me dis maintenant, je pars sur l'Italie. Et manque de peau, je n'avais pas regardé la carte. Pour aller en Italie, il faut passer par la France une autre fois. Et donc je me trouve brutalement arrêté à la douane française. Les Français ne m'avaient pas attendu. Ils avaient devant les banques françaises des espions qui voyaient les voitures qui rentraient, qui ressortaient, qui allaient, qui partaient. Donc, ils savaient que moi, j'étais allé à la banque le matin et qu'il y avait forcément de l'argent dans la voiture. Ils ont fouillé la voiture, ils ont ramassé l'argent et j'ai été marqué escroc, etc. Et donc, sans André Chouraqui, je m'en serais jamais sorti. Et André Chouraqui, qui était juge, il est arrivé, par ses relations, etc., à me blanchir. Je lui dois ça. Mais ensuite, avec André, on a connu plein de choses ensemble. Je suis allé travailler. Je vous ai raconté que je travaillais j'ai rencontré ce groupe de cinglés, de nabatéens, qu'on les appelait les Chertérim. Eh bien, lui, il les connaissait aussi. Et un jour, je suis allé travailler pour faire un peu d'argent. Je suis allé avec les Chertérim, embauché par un kibbutz pour aller ramasser du coton. Je ne sais pas si vous avez jamais de votre vie vu ce que c'est qu'un champ de coton et ramasser du coton. Pas à la machine, mais à la main. On vous donne un grand sac et vous êtes sous le soleil énorme, en plein soleil, et vous attrapez du vent. Vous mettez le vent dans le sac. Ça pèse rien, le coton. Et toute la journée, vous avez l'impression que vous faites rien. C'est pas comme ramasser des pommes. C'est effrayant. Eh bien, dites-vous bien, j'ai fait ça et pour gagner je ne sais pas quoi, que d'ailleurs les Chertérim étaient extraordinaires parce que la moitié de leur salaire de la journée, ils le partageaient avec les Éthiopiens qui vivaient dans la misère à côté du kibbutz. Il n'y a pas un membre du kibbutz qui faisait ça. Hein. Il n'y a que les Chertérim. C'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les aider. Ils étaient évangéliques au maximum. C'était la vie de l'évangile. Tu prends, tu vis pour ton prochain, etc. C'était extraordinaire de voir ces jeunes-là qui existent toujours aujourd'hui, avec lesquels je suis en liaison toujours. Eh bien, André Chouraqui, une semaine après, sans savoir que j'étais allé dans ce champ, est allé lui aussi ramasser du coton. Vous voyez André Chouraqui, vous voyez l'ancien juge, grand intellectuel, ayant écrit des livres et tout ça, il est allé en Israël comme un simple homme, comme un simple ouvrier, comme les généraux israéliens d'ailleurs. Vous ne voyez pas un seul général français être à la fois médecin, paysan, avocat, etc. Ils sont généraux, on est dans l'armée, on est payé par ça, on fait que ça. En Israël, tous les officiers ont un métier. Ils ont un métier, ils sont... Merci, madame. Pour compléter ce que vous dites à propos d'André Chouraqui, moi, ce que je connais de lui, c'était en tant que petite fille, parce que ce que je connais de lui, c'est par ma mère, qui était institutrice à l'Alliance israélite universelle en Tunisie. À l'époque, l'Afrique du Nord était une possession française, du Maroc jusqu'à la Tunisie. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que le débarquement dans le Sud s'est fait. Vous êtes bien d'accord avec moi. Eh bien, donc, c'est par ma mère qui connaissait Monsieur Chouraqui parce qu'il a fait partie de l'Alliance israélite universelle qu'il a fondée, que moi, je me souviens que petite fille, j'étais toute petite et qu'il m'avait tapoté la joue comme ça parce qu'il avait visité les écoles d'Afrique du Nord et qu'il les soutenait, que c'est un grand intellectuel. Et c'est un homme de grande intelligence et que nous lui devons le rayonnement de la culture française. C'est sûr. Voilà, et puis c'est un prophète de notre temps. Le micro va arriver, monsieur. Le micro approche. Est-ce que tu peux nous commenter cette photo ? C'est une photo que j'ai retrouvée dans mes papiers. Ça marche là, oui. C'est retrouvé dans mes papiers. C'était à Guiniga, c'était à Yodvata, dans le Negev, le premier kibbutz dans le Negev, créé par Ben Gurion et Moshe Dayan
en 1957, en novembre ou décembre 1957, où j'étais là avant, parce que c'était un camp militaire du Nahal, et il est devenu kibbutz, Yom Holedet, le jour de naissance, j'y étais, j'ai même filmé. Eh bien, il y a eu des fêtes, il y avait vous voyez, dans les pages en dessous, vous voyez la fête où il y a toutes les filles et les Arabes, tout le monde, on chantait, on dansait, on vivait ensemble, il y avait que des cinglés d'Arafat qui avaient créé cette intifada. C'était pas une intifada, c'était des petits cinglés qui voulaient montrer qu'ils existaient, qu'on leur prenait leurs terres et qui ont gagné finalement par les médias. Mais c'était tout à fait nul ce que ces gens-là. Ils ne trouvaient rien d'autre à faire que de mettre des bombes dans les champs de blé ou de jeter des grenades dans les chambres des enfants. Toujours les enfants, il fallait tuer les enfants. Et quand je suis rentré au kibbutz Ulpan, 2 fois les tracteurs ont sauté quand on faisait la moisson du blé. C'était facile pour eux, ils venaient de Nazareth ou d'ailleurs, ils mettaient des bombes pour tuer des juifs. Dès que la bombe sautait, immédiatement après, il y avait un autre garçon de 16-18 ans qui prenait le tracteur et qui repartait. C'est pour vous dire le courage permanent de tous ces jeunes que vous ne pouvez pas imaginer, qu'aucun journaliste français n'a trouvé le moyen de parler d'eux, etc. Alors là, à Yotvata, un jour, on a invité les Bédouins, parce que vous savez, les chameaux, ils ne s'occupent pas des frontières. Et quand je descendais au kibbutz avec mes moutons, car j'étais le berger de moutons pour Revot, on voulait savoir s'il fallait mettre des moutons à Yotvata ou des vaches. Donc j'étais le dernier berger de moutons de Yotvata. Et j'allais à 3-4 km avec mes moutons dans un terrain complètement plat, sans barbelés, sans rien. C'était le no man's land. Évidemment, grand comme je suis, les Bédouins pouvaient me voir de loin. Tous les matins, je comptais les feux des Bédouins. De temps en temps, il n'y en avait que 4 ou 5, mais de temps en temps, il y en avait 30. Parce que ça dépendait des chameaux qui remontaient de l'Arabie Saoudite et qui remontaient vers Hammam. Et ils vendaient des chameaux à travers toute la Jordanie. Et donc, ces chameaux, parmi eux, il y en avait qui mettaient bas en Israël. Et un matin, on se réveillait et on avait 3 chameaux avec des petits qui étaient nés dans le kibbutz. C'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait les garder. Mais quelquefois, des petits crétins, car c'est dans toute population, mais c'est pas parce qu'on est dans un kibbutz et qu'on est juif qu'on n'est pas crétin, hein. Il y a de tout en Israël. Il y a eu des petits crétins, un membre du kibbutz qui a trouvé amusant de tuer 2 ou 3 chameaux, comme ça, pour s'amuser. Nous, les intelligents, qu'est-ce qu'on faisait ? On se fabriquait avec des pneus, des skis, avec des vieux pneus, des skis, et on s'attachait à la queue du chameau, et on les faisait partir. Et comme c'était que du sable, que c'était le désert, on faisait du ski dans le sable avec les chameaux au gâteau. C'était ça qui nous amusait. C'est pour ça que quand le crétin a tué 2 chameaux, on ne savait pas quoi en faire. Mais en plus, le chameau nous permettait, il y avait aussi quelquefois 2 ou 3 ânes qui venaient avec les chameaux, on allait à la frontière et on échangeait les chameaux et les ânes contre les tuyaux d'arrosage que la nuit, ils nous volaient. Alors, chameaux contre tuyaux d'arrosage, parce qu'avec les tuyaux d'arrosage, ils achetaient des femmes là-bas, etc. Enfin, c'est tout un trafic qu'il fallait être ambassadeur, négocier. C'était passionnant. Moi, je ne parlais pas assez l'arabe et l'hébreu. Mais là, on a décidé avec les Bédouins de faire une fête à Yotvata. Et moi, je croyais à l'invention du plastique. Le plastique n'existait pas à l'époque. Et donc, j'étais un des promoteurs des champs de plastique que vous voyez partout en France aujourd'hui. Mais pourquoi pas le faire dans le désert ? Et donc, j'ai appelé ma famille à Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans le Tarn-et-Garonne, où ils font des melons excellents. Je dis, envoyez-moi des graines de melon, je vais les planter à Yotvata et on va montrer aux Bédouins qu'est-ce que c'est qu'un melon. Et donc, là, il est là avec moi, je suis en train de lui expliquer, je lui montrais les graines de melon qui avaient commencé à sortir de terre, et je lui montrais ça, c'est ce jour-là qu'on a pris la photo. Merci. Monsieur a une question.
Moi, ça m'a beaucoup intéressé, mais je voulais savoir si vous avez appris facilement l'hébreu, parce que c'est une langue très difficile. Moi, je parle aussi anglais, allemand, yiddish. Je comprends le judéo-espagnol, mais l'hébreu, c'est trop dur. Et vous, qui êtes allé là-bas, est-ce que vous avez appris facilement l'hébreu? Je vais vous dire que quand j'ai décidé d'aller en Israël, je suis allé voir, comment s'appelle, la Tzortnout à Paris, comment s'appelle la Tzortnout, l'agent juive. J'étais allé voir l'agent juive. Je lui ai dit, il faut me trouver un professeur d'hébreu, parce que je travaille dans une usine de caoutchouc à Saint-Cloud et à Lançon. J'ai envie de partir en Israël. J'ai donné ma démission. Il faut vite que j'apprenne l'hébreu. Donnez-moi un professeur. Et ils m'ont donné Simcha Arom comme professeur. Le grand musicien Simcha Arom, que vous connaissez, quelques-uns d'entre vous? Comment il s'appelle? Et alors, c'est fantastique. C'est Simcha Arom qui m'a donné mes premières leçons. Et donc, à 7-8 heures du soir, on allait dans un café. Et jusqu'à 9-10 heures, je remplissais des cahiers pour apprendre l'alphabet. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé en Israël, au kibbutz, sachant quand même qu'il n'y avait pas de voyelles, qu'il n'y avait que des consonnes, et que le « i », c'était un point. Et quand je suis arrivé au kibbutz et qu'on m'a dit « Christian de Montbrison, vous allez changer de vêtements, on va vous donner des vêtements de travail, vous allez être un travailleur, comme tous les membres du kibbutz, vous allez être le chaver, mais il faut écrire votre nom sur chaque vêtement, parce que quand on va le mettre à la Marbessa, il faut qu'on puisse reconnaître vos vêtements. Et alors moi, Christian de Montbrison, je ne suis pas né dans un shtetl, ma famille ne connaît rien de tailleur. Comment je vais faire? J'ai jamais pris une aiguille de ma vie, je ne sais même pas repasser. Alors comment je vais faire? Alors on me donne les vêtements, on me donne une aiguille, un fil à tricoter, là un fil, et je commence à faire. Je me dis je vais faire déjà I. C'est un point de croix. Je fais le I pour I. Je pense à Yaakov. Alors je fais I. Puis ensuite c'est Ain ou Aleph. Comment faire le Ain ou l'Aleph avec la couture et tout ça? Oh, j'ai réfléchi pendant une demi-heure. J'ai dit non, je n'y arriverai jamais. Je vais faire sans Ain et Aleph, Yud Kouf. Le I et le Q. Et le Q, le Kouf, c'est le P à l'envers. C'est tac, tac, tac. Donc j'ai écrit facilement mon nom en Israël, c'est Yak. Et donc tout le monde en Israël, vous allez dans n'importe quel kibbutz, parce que j'ai fait tous les kibbutz à la frontière. Vous trouvez les vieux là-bas, les jeunes ne savent pas, mais tous les vieux qui ont 70, 90 ans, que vous allez voir, vous dites, vous n'avez pas vu Yak quand vous étiez en Israël? Ils vous disent, ah, si, on l'a vu dans le bibliobus français ou avec sa voiture de chevaux, décapotable Peugeot. Voilà, c'est comme ça que je m'appelle Yak. Et si un jour j'écris un autre livre et que je le publie en Israël, je prendrai comme nom Yak Ilan. Parce que j'aime beaucoup les arbres et que Ilan, c'est l'arbre, la forêt. Et j'aime le mot de Ilan, Yak Ilan. Ce sera mon nom. Si vous voyez un jour ça, c'est vrai que j'ai écrit un livre. J'ai encore une question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'à la longue, les Juifs et les Arabes arriveront à s'entendre pour terminer cette guerre des couteaux et comme chaque famille qui va avoir un chaïd à la maison? Non, mais si vous voulez, si vous me posez cette question, je pense que tout le monde... on ne va pas faire de politique aujourd'hui, mais je ne veux pas faire un débat là-dessus. Je veux dire simplement que la seule chose pour pouvoir le faire, c'est que un jour, ils se rendent compte qu'il faudrait pour eux qu'ils aient un Luther ou un Calvin dans leur religion pour que les sourates, comment on appelle ça, les sourates mauvaises soient supprimées comme c'est tout. C'est ça le problème, c'est que pour le moment, on ne peut pas imaginer que ça se fasse. Il faudrait qu'ils changent leur concept de croyance. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Avant le moment si attendu de la dédicace, bien sûr. Non?
Alors, je vous remercie grandement, tous, surtout Christian de Montbrison et Patrick Cabanel. Moi, Et je vous invite à vous diriger vers la librairie qui est au niveau 0 pour la signature du livre de Christian de Montbrison. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux. Je suis très ému et heureux de penser que vous avez été si nombreux à vous intéresser à Christian de Montbrison et la vie qu'il a eue à travers le monde. Ça valait le déplacement.